RRB, l'invité du matin. Notre invité du matin, Gilles Boeuf, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je ne sais pas quelle casquette vous mettre sur la tête. On va en donner quelques-unes. Vous êtes biologiste, ancien président du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Vous êtes aussi professeur à l'Université de la Sorbonne, président du comité scientifique de la mer de Corail. Jusque-là, tout va bien ? C'est bien, oui. C'est bien ça. Et ça veut dire quoi être président du comité scientifique de la mer de Corail ? Vous savez, lorsque ce parc est créé, il est décidé dès le départ, ce que je trouve très bien, de créer un comité scientifique. Ça veut dire une série de sages qui, sur des critères uniquement scientifiques, font des propositions d'établissement de la vérité telle qu'elle est connue aujourd'hui et proposent ça à la direction du parc. Ils sont consultatifs, mais c'est vrai que s'il n'y a pas un peu de science-based, comme on dit régulièrement, ça ne marche pas très bien. Donc on a vraiment un rôle aujourd'hui d'analyse des questions qui nous sont posées, et aussi on peut s'autosaisir de questions que l'on trouve judicieuses pour la gestion de ce parc, et les proposer aussi aux gestionnaires du parc. Donc on est là en fait pour amener un éclairage scientifique sur les grandes questions posées par la gestion du parc. Alors justement, quelles sont les grandes questions qu'on vous pose ? Vous savez, quand on a créé ce parc, moi ça me paraissait incroyable qu'on crée un parc comme celui-là sans comité scientifique. Tous les parcs en ont. Ce qu'il faut, c'est une bonne connaissance locale des questions qui sont ici, et surtout permettre au parc d'améliorer une situation de gestion d'un très vaste environnement, c'est le cas du parc de la mer de Corail, dans les conditions actuelles, 1, de climat qui change trop vite, 2, de diversité qui s'en va. Ceci compatible, bien sûr, avec les activités économiques de la région. Donc tout ça, c'est un espèce de grand écart que les scientifiques ont pris en charge maintenant depuis une trentaine d'années au niveau mondial. Donc c'est vrai que pour moi, c'est ce comité qui devrait être très souvent interrogé. Récemment, par exemple, on a eu l'histoire de l'épave du bateau... Au Chesterfield ? Voilà, c'est ça. Non, c'est le bateau qui s'est échoué. Keytrader, c'est ça. À Marie. Donc, par exemple, on s'est dit, écoutez, on a bien regardé et tout, et on s'est dit finalement... Dans les conditions actuelles de nos connaissances, il vaut mieux le laisser là où il est que de l'enlever, de massacrer encore un peu plus l'écosystème que ce qu'a fait le bateau par lui-même. Voilà, des questions comme ça. Il y a les questions aussi d'accès, bien sûr, au parc. Dans quelles conditions on laisse un usage soft, intelligent d'exploitation dans une telle superficie. Est-ce qu'on arrête toute activité économique ? Moi, je n'y crois pas beaucoup. Donc c'est tout ça, en fait, dont on s'empare. Et là, pour l'instant, on va avoir donc la 3e réunion du Conseil scientifique à la fin du mois, qui va faire suite à ce qu'on appelle un IPBES. On vient de vivre à Paris en ce moment un grand événement où tous les spécialistes de la biodiversité mondiale se sont réunis. Ça n'avait pas été fait depuis 2005, ce qu'on appelait le Millennium Ecosystem Assessment. Et ce qu'on voit très bien ici depuis une vingtaine d'années, c'est que le vivant continue à partir. Et je dis souvent, c'est pas une extinction qui se produit, c'est un effondrement du nombre d'individus dans les populations vivantes, plantes ou animaux. J'aimerais qu'on parle justement biodiversité. Depuis des années, il y a la problématique du réchauffement climatique. Et il me semble qu'on avait un peu oublié la biodiversité. C'est votre sentiment aussi ? Pour nous, oui. Ce qui est clair, c'est que le changement climatique accéléré, il se surimpose à tout ça. Mais d'abord, pourquoi est-ce que ce vivant qui nous entoure s'en va ? Très clair. Activité humaine qui consiste à détruire des environnements. Quand on arrache une forêt, quand on supprime une mare, par exemple, avec des grenouilles, elles ne sont plus là. On pollue tout partout. Ça, c'est un drame qu'on connaît bien aussi ici en Calédonie. C'est vrai que cette pollution, depuis quelques siècles, nous empoisonne vraiment l'existence. On a inventé 150 000 molécules de synthèse que la nature ne sait pas dégrader. Et que nous portons tous en nous, bien sûr. Nos cheveux, nos trous de nez, nos yeux, nos oreilles. On dissémine tout partout. Ici, il y a des cas fantastiques. Ici, le chat redevenu sauvage en Calédonie est un réel problème. C'est un prédateur nocturne qu'on ne sait pas enrayer. Et puis enfin, on surexploite. Donc on surexploite, on dissémine tout partout, on pollue et on détruit. Et là-dessus, le climat se surimpose. Et c'est pas que le climat change qui nous préoccupe, nos scientifiques, c'est qu'il change beaucoup trop vite, bien sûr. Est-ce que ça veut dire, quand on parle de biodiversité, que l'on va, alors vous le disiez non pas forcément, mais vers l'extinction de certaines espèces, et je vais même aller plus loin, puisque nous sommes une espèce parmi tant d'autres, une extinction de l'homme. Alors, moi j'en suis pas encore là. Ce qui est clair, si vous voulez, c'est un peu catastrophiste ce que je dis. Mais... Oui, non, tout à fait. Justement, je me défends d'être catastrophiste. Il faut être réaliste. Il faut dire ce qu'il se passe. On ne peut pas cacher aux gens. La situation est vraiment très, très préoccupante. Sur le front du climat et sur le front du vivant, elle est aussi préoccupante. Ça, c'est clair. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, comment est-ce que tous, collectivement, on se prend par la main pour changer quelque chose ? Je vais le résumer sous un mot. Si on prend une phrase de la Calédonie, nous aimons être ici.
Nous adorons cette région, elle est belle, on a envie d'y vivre, on veut y rester collectivement, tous ensemble. Hein. Élever une famille, avoir des enfants, des petits-enfants, créer de l'emploi, ça c'est fondamental, sans la détruire. Voilà. Le problème, il est là. Comment est-ce que demain on est capable de s'exprimer correctement dans une région que l'on aime sans la démolir? Et là, aujourd'hui, il faut bien voir qu'il y a beaucoup de régions du monde où ça s'est produit. Le drame, par exemple, on va rester en ultramarin, de la chlordécone, cette molécule sur la banane en Martinique. On a empoisonné ces îles pour 2 siècles. Ça se retrouve dans la mer maintenant. En fait, on a des vues à court terme. Et c'est assez lamentable et triste qu'on prend des décisions sans mesurer du tout leur impact. C'est ça qu'il faut qu'on change aujourd'hui. Alors, ça m'amène à un thème d'une de vos conférences que vous avez donnée, qui s'intitule « Comment réconcilier économie et écologie ». C'est possible de réconcilier les deux? Alors, quelle économie? Vous savez, il y a un papier d'économie qui est sorti l'an dernier, il s'appelle Costanza, et il s'est rendu célèbre il y a une vingtaine d'années, parce qu'il avait fait un papier en calculant la valeur économique des écosystèmes. On était à des milliers de fois au-dessus de la somme de tous les PIB de la planète. Hein. Et il dit, pour continuer à croire que dans un monde fini comme est le nôtre, on puisse continuer à avoir une croissance infinie, il faut être soit un fou, soit un économiste. J'ajouterais économiste conventionnel. On a des économistes maintenant qui sont emparés de ces questions. Il y a eu un prix Nobel d'Elinor Ostrom qui montrait que si on ne gère pas collectivement un système, on arrive à sa destruction. Donc tout ça, ça se met en place petit à petit. Et il faut arriver en fait à produire sans détruire. Et il y a maintenant, par exemple, dans les entreprises, ce qu'on vit, c'est partout aux États-Unis, ça commence en France, qu'on appelle les entreprises à mission. C'est très bien fait, c'est des groupes qui se mettent dans le crâne que leur seul but, c'est pas que faire du profit, c'est aussi d'avoir un véritable rôle social, de développement et d'harmonisation de l'humain avec cette nature. Mais ça fonctionne? Ça commence à fonctionner. Il y a des grands groupes comme Michelin en France, par exemple, qui s'est mis là-dessus. En tout cas, c'est des discours intéressants. Il faut faire du profit, je l'entends très bien, d'un SM capitaliste pour créer de l'emploi, mais il faut encadrer un peu le marché et le libéralisme doit être aussi être limité. Il y avait un capitaliste célèbre, je dirais, en 2002, il s'appelait Dahle, il était norvégien, il dirigeait ESSO, qui disait « Le soviétisme communisme s'est effondré parce qu'il ne tenait pas compte des réalités du marché. » Ok, mais il dit après, le libéralisme non encadré s'effondrera si tu n'as pas compte des réalités écologiques. Autre conférence que vous avez donnée, Gilles Boeuf, qui s'appelle « Comment réharmoniser l'humain avec la nature ». Comment on fait? Ouais, ça s'est retrouvé. Parce que ça, c'est un thème extrêmement vaste. Surtout ici, quand je vois une région comme celle que vous avez, que vous n'êtes pas très nombreux, l'île est grande, vous avez des moyens pour vous organiser. Tenez compte de l'insularité. Moi, je pense que vous avez une réelle identité. Et une île, elle est emblématique. Vous savez qu'au niveau de l'évolution, les espèces d'îles ont disparu beaucoup plus vite parce qu'elles ne supportaient pas des introductions. Le chat avec vos oiseaux qui n'ont pas d'ailes ou avec les geckos, par exemple. Hein. Mais vous avez en même temps une force incroyable qui est le fait de reconnaître son identité insulaire. Et ça, c'est très fort. Alors, comment on peut faire ça? Eh bien, chaque fois qu'on fait quelque chose, tenir compte de l'impact sur ce qui va se produire. Donc, arrêtez de détruire, ça c'est clair. Arrêtez de disséminer tout partout. Arrêtez de surexploiter. Arrêtez de polluer. Et puis enfin, au niveau du climat, c'est plus compliqué, hein, parce que vous vivez aujourd'hui des effets que vous n'avez absolument pas créés. Bon, un petit peu, parce que vous avez comme un charbon de très mauvaise qualité que vous êtes remisé ici, et puis des fioul lourds sur certains systèmes. Mais il y a vraiment ici une réactivité qu'on aura beaucoup plus de facilité à organiser si vous reconnaissez cette identité que des régions comme l'Europe ou l'Asie, par exemple. On a le sentiment qu'aujourd'hui, l'humain vit un petit peu à côté de la nature. C'est le sentiment que vous avez? Ah oui. Ma conférence, j'en ferai une troisième, là, le 24, à Nouville. Je vais démontrer aux humains qui seront là qu'ils font partie du système. Un bébé humain, c'est 3/4 de flotte, vous imaginez? On a autant de bactéries tous les deux qui discutent en ce moment que de cellules humaines. Notre lit, chaque matin, contient entre 1 et 2 millions d'acariens. Alors, si on admet ça, c'est chouette, parce que ça voudra dire que chaque fois qu'on va agresser le vivant, on s'auto-agresse soi-même. Ce qui est un peu stupide pour une espèce qui elle-même s'est appelée sapiens. Encore un mot, Gilles Boeuf. On le disait, vous avez été président du Muséum d'histoire naturelle. Qu'est-ce qui vous reste de ces années de présidence? Et quand je dis ça, je vous ai posé la question tout à l'heure en antenne, j'ai vu un sourire sur votre visage et ce sourire, vous l'avez de nouveau. Ça a été un grand moment de votre carrière? Oui, j'y ai passé 7 ans. D'un côté, un moment difficile parce que présider 25 conseils d'administration d'une maison de 4 siècles, je vous assure que c'est à la limite du possible. Ceci étant dans des moyens qui sont limités au niveau financier. Par contre, une identité de la maison, hein, que vous pourriez l'avoir sur votre île, de gens qui sont naturalistes, qui décrivent la planète. En fait, on a 3 types de rôles. 1, démontrer ce qu'était le passé quand l'homme n'était pas là. Comment ça a évolué, les dinosaures, on va regarder tout ça. Deuxièmement,
quel est l'état de la situation aujourd'hui et tirer de parti de ça pour prévoir ce qui pourrait se passer demain si on continue à faire des bêtises ou si justement on accepte une économie un peu différente et de se réharmoniser avec le vivant. Garder des coquelicots dans son jardin, c'est tellement bien en fait. Il n'y en a pas ici, bien. Vous avez les mêmes choses ici, équivalentes. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et ça, c'est le rôle du citoyen, du système politique. Donc il faut une recherche fondamentale, une recherche R&D. Et puis aussi, bien sûr, beaucoup de créativité, d'inventivité qu'il faut avoir ensemble pour faire ça. C'est compliqué, c'est de faire ça au niveau de la planète, bien évidemment. Il faut une conscience humanitaire planétaire. Vous parlez de recherche fondamentale. C'est un coût, la recherche. On sait que c'est difficile aujourd'hui pour les chercheurs de trouver des crédits. Bien sûr. Alors, chaque pays met entre 1 et 1,5 de son produit intérieur brut. Des pays mettent plus. Aujourd'hui, quand on voit l'argent il y a beaucoup plus en Allemagne, par exemple, qu'en France. Les États-Unis ont mis beaucoup aussi. Mais bon, souvent, cette recherche, elle a la charnière entre la recherche fondamentale et la recherche finalisée. Il n'y a pas vraiment de différence. Ce qu'il faut, c'est bien choisir nos sujets. On ne peut plus aujourd'hui ne pas mettre le paquet sur les questions de disparition du vivant, d'effondrement du vivant et de changement climatique accéléré. Je pense que c'est vraiment, vraiment très, très important. Si on rate ça, on réussira pas le reste. Mais comment on le fait comprendre ça, notamment au monde politique? Il y a eu la COP 21, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont signées. Voilà. Et finalement, on a le sentiment qu'au bout, il n'y a pas grand-chose. Vous avez raison. Comment on le fait comprendre? Parce qu'on fait ce matin tous les deux. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Le probable est très inquiétant. Eh bien, il faut qu'on se batte tous les citoyens, pour que le probable qu'on nous promet ne se produise pas. Et pour ça, ça ne se fera pas si on ne change pas. Si on fait comme on faisait avant, ça continuera comme avant. Mais il faut changer maintenant ou on a encore un petit peu le temps de se venir voir? On n'a plus de temps. Vous savez, vis-à-vis des jeunes, vous vous rendez compte, l'autre jour, quelqu'un me disait oui, nous, on n'a pas réussi, les jeunes vont le réussir. On ne peut pas attendre encore une génération. Ça va aller très, très, très vite. Les années arrivent, qu'elles sont 2040. Là, on prévoyait l'autre jour, je voyais sur un travail, 52 degrés à Paris au mois d'août 2050. Comment on ramène des arbres en ville? Comment on réorganise justement les relations agriculture? Il n'y aura aucune agriculture durable sans principe agroécologique. Il n'y aura aucune santé publique humaine durable sans principes écologiques. Il faut l'admettre. Et puis allons-y. Et pour ça, il faut faire de la recherche, bien sûr. Merci beaucoup, Gilles Boeuf, plaisir d'être venu ce matin. Vous restez combien de temps encore en Nouvelle-Calédonie? 12 jours. 12 jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Une interview